Nous nous retrouvons pour la suite de nos aventures. On avait laissé nos aventuriers chacun avec leur quête personnelle. Acario venait de découvrir le livre La Sainte Aubergine. Méline avait tenté de traverser le labyrinthe de la sorcière sans succès. Roman avait découvert que son frère avait adopté son identité à Pointe-Motéjas. Quant à Siran, il semble pour l'instant s'intéresser plus aux quêtes des autres qu'à la sienne. Acario et les autres retournent donc à l'auberge et notre pirate commence à faire la lecture du livre de la Sainte Aubergine. Je vous partage les pages. Chapitre 1. Une bonne aubergine. Est une bonne aubergine une aubergine de belle couleur. Sa forme n'a aucune importance. Je ne dis pas que vous ne devriez pas tenir compte de son odeur ou de sa fermeté, mais sa couleur. Je suis fou de ce violet. Je mangerai de ce violet. Je ne laisserai jamais personne critiquer ce violet. Ce recueil de bons conseils va vous aider à choisir, cultiver et cuisiner vos aubergines. Rien n'est plus digne qu'une aubergine d'atterrir dans votre assiette. Le chapitre continue son ode à l'aubergine pendant 8 pages. Chapitre 2. Les graines. Qui aurait pu croire que ces petites choses donneraient naissance à ces magnifiques aliments? Pas moi en tout cas. Les graines d'aubergine sont minuscules, encore plus petites que les graines de maïs, mais possèdent une couleur qui oscille entre le orange et le marron. Une seule aubergine peut vous en fournir des milliers. Croyez-moi, je les ai comptés. Comment peut-on penser que certains souffrent encore de la famine quand un légume merveilleux comme l'aubergine existe dans ce monde? Les dieux nous ont fourni de quoi vivre heureux. Pensons donc à les en remercier nuit et jour. Ô sainte aubergine, merci de nous donner tes graines afin que nous puissions te vénérer jusqu'à la fin des temps. Chapitre 3. Semer ces aubergines. Ne pensez même pas à les planter dans votre jardin immédiatement, hérétique. Prenez vos vieilles tasses ébréchées, celles dont vous ne vous servez plus, remplissez-les de votre meilleure terre. On ne veut que le meilleur pour les aubergines. Plantez vos graines à l'intérieur et surtout, ne les sortez pas. Laissez-les proches de votre fenêtre. La lumière leur fera beaucoup de bien. Je vous conseille d'utiliser de nombreux pots, car malheureusement, comme toutes les choses magnifiques en ce monde, les futures aubergines sont fragiles. Certains ne pourront pas survivre. Il faut parfois être cruel, alors ne conservez que les plants les plus robustes. Lorsque vos plantes ont atteint la taille d'une main levée, elles seront prêtes pour l'étape suivante. J'ai oublié de vous dire, 3 graines maximum par pot, pas 4, pas 5, 3. Chapitre 4. La taille. Tout ce qu'il y a sur les côtés, il faut l'éliminer. Vos plants d'aubergine doivent être aussi beaux que les futurs légumes qu'ils donneront. Alors pas de sentiment ici. Fermez votre cœur et coupez. Coupez toujours au-dessus de la deuxième fleur. Là où vous pouvez garder un peu sur les côtés, mais le même processus s'applique, 2 fleurs et on coupe. Si possible, essayez de faire cela juste en dessous d'une feuille. Vous allez me dire, mais si on ne coupe pas, n'aurait-on pas ainsi plus d'aubergines? C'est exact, mon ami. Mais voulons-nous la sainte aubergine? Celle d'exception qui crée une explosion de saveurs? Ou alors souhaitons-nous simplement nous nourrir fadement comme le commun des mortels? Vous connaissez déjà la réponse. Coupez. Chapitre 5. L'entretien. Oui, nos légumes en devenir ont besoin d'eau. Alors arrosez, mes amis. Mais ne les noyez pas. Il n'y a rien de plus triste que de voir nos meilleures aubergines pourrir. Je vous en conjure. N'ayez pas la main trop lourde sur l'eau. Certains fertilisent aussi la graine des semis. Vous pouvez. Mais faites attention. Tout n'est pas bon pour la crème de la crème. Si vous ne savez pas ce que vous faites, abstenez-vous. Prenez soin de vos reines, car elles vous le rendront. Chapitre 6. La récolte. Quel moment merveilleux que celui de la récolte. Armez-vous d'un bon couteau à la lame acérée, un bon outil fait un bon amateur d'aubergines. Choisissez les aubergines colorées, à la police et ferme. Ne vous laissez pas attendrir. Comme on dit chez moi dans le Nord, vaut mieux être coupé que pourrir sur la tige. Soyez fort car parfois ce légume ne se laissera pas faire. Il a une réputation d'être bien accroché à sa tige. Et surtout, prenez un moment pour vous sentir fier de vous. Vous avez réussi, vous allez faire des jaloux. Chapitre 7. Méfiez-vous. Votre cœur était trop tendre? Vous n'avez pas eu le courage d'arrêter la croissance de votre déesse? Je comprends, ça m'est déjà arrivé. Si votre fruit commence à prendre une teinte marron, c'est trop tard. Le goût va devenir amer. Ici, dans tous les cas, vous avez essayé. Mais soyez ferme la prochaine fois. Violet, vous pouvez cueillir. Marron, vous allez vomir. Essayez de retenir ce beau dicton. Ça ira mieux la prochaine fois, je vous fais confiance. Chapitre 8. Aubergine et médecine. Nos savants s'accordent tous sur les bienfaits de l'aubergine. Déjà, tous ceux qui en mangent ne meurent pas de faim, c'est prouvé. Je tiens à préciser que pour moi, son plus grand bienfait, c'est bien entendu le bonheur, le rapprochement avec les dieux et la sensation de jouissance gustative qui est le plus grand bienfait de ce légume sain. Pourtant, je l'ignorais moi-même, mais les plus grands apothicaires nous vendent énormément de potions à base d'aubergine. Le filtre d'apaisement de rage de dents, la mort du 6e mot, le repos du brave. Nos savants savent ce qu'ils font. Vive la sainte aubergine. Chapitre 9. Recettes. C'est le meilleur moment, n'est-ce pas? Vous êtes déjà impatient? Mais il ne faut pas. Cuisiner est tout aussi important que de faire pousser.
Allez, vous y êtes presque, ne vous relâchez pas maintenant. L'aubergine se marie très bien avec les fruits de mer, les autres légumes de la même famille, le blé, de la viande. Je ne vous fais pas marcher, elle se marie avec tout, cette friponne. Essayez et testez. Je vous ai déjà dévoilé mes secrets de jardinage. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais aussi vous donner mes recettes. Expérimentez, vous verrez. Chapitre 10. Culte. Nous, les auberginistes, nous croyons que les dieux se trouvent dans notre assiette. Nous pensons également, et sans doute, que le véritable ciment entre les briques de tous les légumes est l'aubergine. La déesse dirigeante de nos dieux gustatifs. Vénérez-la, acclamez-la, laissez-la vous transporter dans des mondes que vous ne connaissez pas encore. Je vous en conjure, rendez-lui gloire. Chapitre 11. Remerciements. Je n'aurais pas pu faire ce livre, ce chef-d'œuvre, sans l'aide de mes amis auberginistes. Il est donc normal de les citer. J'espère n'en oublier aucun, alors voici dans l'ordre. A. Anginus Totemus, le plus drôle de nous tous. B. Acraditis Intis, le meilleur chasseur de graines du Nord. A. Flappinus Druitinus Magus Draconus. A. Astichounien, gros nounours, qui m'a appris à grogner comme jamais. Y. Ilia, la seule femme du groupe. K-E-R-A-Z, Kérousi, toi, off du culte. Je ne t'oublie pas, même si tu continues à m'attendre en cellule. S. Kepta, au goût vestimentaire douteux mais adepte des aubergines. Par contre toi, tu te reconnaîtras traître, adepte des courgettes, je te retrouverai et je t'éplucherai. Après la lecture, nos amis cherchent à trouver des indices dans les pages du livre. Ils songent à se renseigner sur les potions mentionnées ou bien à prendre chaque première lettre de certains mots. Ils veulent également retrouver la personne mentionnée emprisonnée sans se demander un instant la date à laquelle le livre a été écrit. Malgré tout, Meilin remet un peu tout le monde sur le droit chemin en leur rappelant le nombre 111 écrit sur la carte au-dessus du livre. Mais Roman pense que cela n'a aucun rapport. Acaio se dit que ça vaut le coup de chercher avec les chiffres en prenant un numéro de chapitre, une ligne et un mot. Acaio est sceptique de sa propre idée car il pense que 22 mots dans une ligne ferait beaucoup, mais il cherche quand même. Et effectivement, le 22e mot est cellule. Siran découvre avec cette méthode le mot nord, Roman les mots 3 et est. Meilin ne sait pas compter et trouve le mot apaisement, mais Roman revérifie et trouve plutôt 6e. Et Acaio découvre le mot brique. Mais il leur manque un chiffre derrière la tâche sur la carte. Roman fait une liste de mots possibles de tous les chapitres. Pendant que Roman fait le travail, les théories partent dans tous les sens. Siran veut associer chaque mot au-dessus sur la carte et ne comprend pas par exemple pourquoi le mot brique serait associé au labyrinthe. Roman fait la liste des mots qui manquent, mais comme il ne les dit pas à l'oral, je ne peux pas vous les donner, je m'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, ils sont tous d'accord pour se rendre à la prison à un moment donné. La boussole d'Acaio indique l'ouest, et l'équipe remarque une porte dans l'auberge, dans cette direction, et décide de s'y rendre. Ils arrivent dans un petit dispensaire avec 2 lits, des étagères, des potions. Une elfeline est assise à un bureau. Elle leur explique offrir des soins aux plus pauvres, à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'aller voir un vrai guérisseur. Meilin est aussitôt intéressée. Elle veut connaître le prix. Mondi, fière Racine, à qui il ne demande pas le nom, lui répond qu'elle soigne gratuitement en échange de services. Mondi lui demande de trouver Aldita Miran, une de ses patientes, qui vit dans le marécage fromageux. Cette dernière est très malade et ne peut plus se déplacer. Elle est même mourante. Mondi lui a préparé une potion pour apaiser ses douleurs. En échange, elle soignera les 4 aventuriers gratuitement. Siran voudrait recevoir un cours de médecine, mais Mondi refuse car elle n'a pas de diplôme et ce n'est pas une vraie guérisseuse. Elle ne veut pas prendre le risque d'enseigner des bêtises. Finalement, avant de partir, Meilin se présente et demande son nom à Mondi. L'elfe la questionne sur la prison. L'elfeline lui apprend que le comte a fait une croisade contre le banditisme, surtout à cause du tournoi, afin de ne pas avoir une mauvaise réputation à Morentia. Mais elle n'a pas beaucoup d'autres informations. Mondi n'y a été qu'une fois pour soigner un prisonnier et cela fait déjà des années. Meilin interroge ensuite sur les potions du livre, mais elle n'est pas alchimiste et ce n'est pas une experte. Juste après, ils retournent dans la salle principale, et Meilin a envie de visiter la seconde porte, mais elle est arrêtée par le tavernier qui les informe que c'est la cuisine et qu'il ne souhaite pas que le personnel soit dérangé. Dessus, ils sortent et retournent au pigeonnier. Il y a 2 lettres pour Siran et 2 lettres pour Meilin. Je vais vous les lire. Voici la première lettre pour Siran. Mon bébé, avec ton père, on a pris une décision. Ici, la République parle de mobiliser tous les jeunes pour participer à la guerre. Ne rentre pas. Voici de l'argent et de quoi tenir un petit moment. S'il te plaît, dis-nous que tu vas bien. 20 pièces d'or accompagnent ce message. Voici la 2e lettre de Siran. Mon érudit, je pense à toi chaque jour. Reviens à Rocher-sous-Bois, tu me manques. Ta docker. La première lettre pour Meilin.
Vous m'avez arnaqué, ce vin était une horreur. J'ai envoyé une missive à la guilde des marchands à ce sujet. Je ne vous demandais pas grand-chose, et j'ai toujours été honnête avec vous. J'espère que vous ne remettrez plus les pieds ici. » Et la seconde lettre de Maylin. « Maylin, cette nuit a été de toute beauté à vos côtés. Vous serez à jamais dans mon cœur de gnome. Si vous repassez à Rocher-sous-Bois, pensez à moi, d'Alerf. » Siron profite pour répondre à ces deux lettres, et Acario pour répondre lui aussi à son équipage qu'il avait ignoré la première fois. Maylin partage aux autres la lettre qu'elle a reçue de Rilol, et Roman n'est pas très content. Il n'est toujours pas d'accord pour couler la guilde des commerçants. Du coup, Maylin décide de lui répondre en lui disant qu'il ne savait pas et qu'ils lui rapporteront une nouvelle bouteille à l'occasion. Acario rappelle ensuite aux autres qu'il faut aller s'inscrire pour le tournoi d'archerie. Il propose même d'avancer l'argent de l'inscription et qu'en échange, le gagnant partagera ses gains avec lui. Maylin est sceptique car elle ne sait pas vraiment bien manier un arc. Elle propose par contre de tricher en faisant lâcher les armes des concurrents. Acario lui propose de donner à chacun un cours d'archerie et que tout le monde participe. Les autres ne sont pas contre. Ils se rendent donc à l'endroit qui avait été indiqué, et il y a un énorme chapiteau rouge et jaune. Il y a déjà une petite foule. Ils se dirigent vers un nain qui semble gérer l'entrée. Ils apprennent que l'inscription est de 3 pièces d'or, pour l'ensemble du tournoi, alors qu'une place de spectateur coûtera 1 pièce d'or par jour. Le tournoi compte durer 4 jours. Acario demande si l'apport d'un arc est obligatoire. Cela l'est, mais le nain précise qu'il y a un vendeur d'arcs et de flèches à l'intérieur du chapiteau. Maylin se renseigne sur les épreuves. Le nain explique que l'animateur, également arbitre, expliquera les règles en détail, mais il leur donne tout de même une explication globale. Les 2 premiers jours, ce sont des duels. À la fin, on compte le nombre de victoires. Les 4 personnes les meilleures vont en demi-finale le 3e jour, et le dernier jour, c'est la finale avec une petite cérémonie à la fin. Acario veut en savoir plus sur les récompenses. Le nain lui répond que les 2 premiers seront récompensés. Siron prend peur, il explique à ses amis qu'il n'a jamais vu d'arc de sa vie. Il leur dit qu'il pourrait se blesser en tirant, et que ça ne l'inspire pas vraiment. Il se souvient de la présence de Théus et le nain leur apprend que l'entrée pour les enfants est gratuite. Il pense enfin demander son nom au nain, qui se présente, Dracus. Ils veulent plus d'informations sur les gains, le premier récoltera 100 pièces d'or, et le second, 50. Ils font un petit aparté et Maylin prépare des plans avec Siran pour tricher entre leur pouvoir et leur parchemin, mais ni Acario ni Roman ne sont convaincus par ces méthodes. Siron se rend compte qu'ils ne sont peut-être pas les seuls à imaginer ce genre de plan, et qu'il faut potentiellement s'attendre à ce que d'autres trichent. Acario décide d'inscrire tout le monde et de payer pour tous. Roman se renseigne auprès de Dracus sur les sécurités mises en place contre les tricheries. Ils débattent un moment, puis se rendent au marécage fromageux pour donner leurs potions. C'est le quartier pauvre qui est dans un état très discutable. Alors qu'ils cherchent leur chemin, ils entendent soudainement des cris. Des gardes sont en train d'emmener avec eux une gnome adolescente qui se débat. Une gnome plus âgée les suit en leur demandant de ne pas lui faire de mal. Roman s'avance pour demander aux gardes la cause du raffut, alors que Siron trouve que cela ne les regarde pas. Les gardes expliquent que l'adolescente est une voleuse. La boutique d'objets magiques a été cambriolée et ils ont retrouvé un des objets dans sa maison. Maylin demande à voir l'objet et le garde lui montre une corde. La gnome adulte assure aux gardes que c'est un coup monté et que la petite ne ferait jamais ça. Les gardes restent sur leur position. Ils ont trouvé une preuve, ils veulent l'emmener. Maylin leur demande si c'est vraiment un vol de corde qui a eu lieu. Les gardes répondent que cette corde est magique et qu'il y a d'autres objets qui ont disparu mais ils ne les ont pas encore retrouvés. Ils demandent à l'adolescente son nom pour lui rendre visite en prison s'ils découvrent des preuves pour l'innocenter. C'est Lenenden. Les gardes embarquent la petite et les aventuriers se tournent vers la gnome adulte pour avoir plus d'informations. Ils veulent savoir son lien avec la petite. C'est une sorte de mentor. Elle s'occupe d'elle car l'adolescente est orpheline. La femme leur explique que les Nenden volent parfois pour manger, mais jamais par cupidité. Elle n'aurait jamais été prendre des objets magiques dans une boutique. Siran lui demande si elle connaît quelqu'un qui lui voudrait du mal. La femme lui répond que non pour elle en particulier, mais elle connaît quelqu'un qui veut du mal aux gnomes de la ville. Il s'appelle Bézémur. Il voudrait chasser tous les gnomes de la ville, mais personne ne connaît son visage ou sa maison. C'est un escroc, et il n'y a jamais aucune preuve contre lui. Elle leur apprend également que si les gardes sont venus chercher dans les affaires de la petite, c'est parce qu'ils ont reçu un mot anonyme pour les guider jusqu'ici. Les aventuriers sont assez sceptiques sur l'existence de ce Bézémur, qui ressemble plutôt à une légende urbaine. La gnome, pourtant, leur donne plusieurs exemples. Elle leur mentionne que dès qu'un gnome trouve un bon travail, il y a des rumeurs qui courent sur cette personne, et elle se fait virer dans la semaine. Après tout cela, Maylin pense enfin à demander le nom de la femme. Il s'agit de Lansgeos Pied. Elle demande également l'adresse d'Atilda pour délivrer leurs potions. Ils s'y dirigent. C'est une petite maison de bois très fragile.
Ils rentrent et découvrent une maison avec peu de mobilier. Une femme est allongée sur une paillasse et peine à ouvrir les yeux, mais leur fait signe d'approcher. Maylin vérifie son identité. La femme pense qu'ils sont là pour sa fille, mais les aventuriers ne comprennent pas. Il lui donne sa potion, mais la femme ne veut pas la boire, car cela va l'endormir, et elle veut être réveillée pour le retour de sa fille. Nos amis lui demandent où elle est, mais la femme l'ignore. Elle est inquiète car cela fait plus d'une journée qu'elle n'est pas rentrée. La petite s'appelle Protamiel. Elle est partie jouer dehors avec ses amis la veille, mais n'est pas rentrée. Siran examine Aldita, mais n'arrive pas à déterminer sa maladie. Maylin remarque qu'elle est au bord de la mort et qu'elle ne tient que pour revoir sa fille. Elle fait une description de sa petite, qui est blonde avec 2 petites tresses. Étrangement, elle leur indique qu'elle n'a pas de récompense pour ce service, mais les aventuriers ne veulent rien et sont touchés par son histoire. Siran fouille les affaires de l'enfant, mais ne trouve que quelques jouets. Il prend une poupée pour prouver à l'enfant, quand ils vont la retrouver, qu'ils viennent bien de la part de sa mère. Il retourne voir Lanzegos pour savoir si elle a vu Protamiel. Elle confirme l'avoir vue dehors avec d'autres enfants la veille. Ils étaient contents car la sorcière ne sort qu'une fois du château par an, et ils voulaient aller la voir pour faire un vœu. Mais elle leur a interdit d'aller dans le labyrinthe car elle trouvait cela trop dangereux pour eux. Protamiel en a voulu à la gnome et lui a dit qu'elle n'avait pas de cœur. Lanzagos suppose que la petite voulait faire un vœu pour sa maman, mais c'est bien trop dangereux. Roman questionne Maylin qui voulait également voir la sorcière. Il lui demande si elle voulait utiliser son vœu pour quelque chose de personnel. Mais Maylin lui dit que c'est plutôt l'inverse, elle souhaite annuler un ancien vœu. Roman en déduit qu'il faudrait que quelqu'un d'autre accompagne Maylin pour obtenir un remède pour la mère, puisque le vœu de Maylin ne servira pas à ça. Siran accepte. Lanzegos les met en garde, elle ne croit pas aux bonnes fées qui exaucent les vœux, il doit y avoir une contrepartie. Ils se dépêchent de retourner à l'entrée du labyrinthe. Ils interrogent la gardienne qui est toujours à son poste. Elle a bien laissé passer une petite fille. Cela fait un bon moment qu'elle y est, mais puisqu'elle n'a pas crié pour sortir, c'est qu'elle doit aller bien. La main de Maylin étant déjà enchantée, elle rentre directement dans le labyrinthe pour rechercher la petite. Alors cette partie risque d'être compliquée à expliquer, car visiter un labyrinthe en distanciel n'a pas été de tout repos, surtout vu la grandeur que j'avais fait. Du coup, je vais essayer de vous décrire tout cela au mieux possible. Maylin rentre directement dedans, et pendant ce temps, Roman se fait enchanter sa main. Il doit retrouver du sable blanc. Dès que c'est fait, il rentre à son tour et prend directement le chemin opposé à celui de l'elfe. Acaio fait l'enchantement et il est lié à une larme de sirène. Il rentre à son tour dans la direction qu'a prise Roman. Siran prend Théus avec lui et se fait aussi enchanter. Comme Acaio, il est lié à une larme de sirène. Il entre ensuite à son tour. Je vous passe le plus de détails possible. Le premier à trouver quelque chose, c'est Roman. Il est dans un cul-de-sac, devant une belle statue, avec la moitié du visage possédant un air amical et un œil rieur, et l'autre moitié exprime de la douleur. C'est une personne âgée appuyée sur un bâton. Roman refuse d'y toucher. Il fait demi-tour et se retrouve nez à nez avec Acaio. Notre pirate a envie de voir la statue, alors il se resépare aussitôt. De l'autre côté du labyrinthe, Maylin retrouve le sable gris dans un cul-de-sac. Elle l'avait déjà découvert lors de sa première visite. Acaio arrive devant la statue que Roman avait découverte, il l'inspecte et remarque que le bâton a l'air différent du reste de la statue. Il réussit à l'extraire. Je l'informe qu'il n'a pas la capacité de l'utiliser. 20 minutes plus tard, sans rien avoir trouvé de particulier, Maylin aperçoit Siran à l'autre bout d'un couloir. Siran décide de l'attendre pour faire le chemin avec elle. Quelques instants plus tard, Roman se retrouve devant un cul-de-sac et une magnifique fontaine où 2 belles sirènes sont sculptées et de leurs yeux, de l'eau s'écoule dans un bassin. Maylin et Siran, alors qu'ils sont dans un tournant du labyrinthe, ressentent quelque chose d'étrange sans pouvoir déterminer quoi exactement. Maylin se fait mal en examinant les murs. C'est habituel. Au même moment, Roman et Acaio se recroisent à nouveau. Encore une fois, ils se séparent. Acaio va aller voir la fontaine et Roman continue de rechercher la petite fille. Le pirate prend de l'eau de la fontaine avec 2 fioles. Maylin et Siran se retrouvent devant un cul-de-sac et soudainement le mur devant eux s'ouvre. Siran s'aperçoit aussitôt qu'ils sont revenus au début du labyrinthe s'ils passent cette porte. Roman est dans un cul-de-sac mais il ne se sent pas très bien. Décontenancé, il commence à paniquer et il a peur d'être observé, il se met à crier. Une lame sort du mur et lui entaille la jambe. Il est blessé. Il rejoint ensuite Acaio un peu perturbé par ce qui vient de se passer. Notre guerrier laisse Acaio aller voir le cul-de-sac piégé et l'attend dans le couloir. Acaio marche sur une brindille et cela lui donne un très mauvais pressentiment. Il se dit qu'il faudrait mieux ne faire aucun bruit. On ne sait pas pourquoi, mais Acaio veut faire un test. Il pousse un cri puissant. Sans surprise, une lame sort des murs et le blesse à la jambe. Un peu déçu, il rejoint Roman. Une demi-heure plus tard, après avoir beaucoup tourné en rond, Roman et Acaio se séparent à nouveau.
Acario, qui emprunte un passage pourtant déjà visité par Siran et Maylin, remarque un petit disque de pierre avec des veinures de jade dans du lierre sur le mur. Il le ramasse. 20 minutes plus tard, Roman trouve son sable blanc. Et quelques instants après, il voit Acario au bout d'un couloir. Il l'appelle en riant bien fort, selon ses mots. Du coup, une lame sort des murs, mais Roman l'esquive avec élégance. Presque une heure plus tard, Maylin et Siran arrivent devant la porte de fin du labyrinthe. Dessus, un emplacement pour poser sa main et un autre pour poser un objet. Ce sont les premiers à arriver à la fin. Malheureusement, aucun des deux n'a trouvé son objet, ni la petite fille d'ailleurs. Au même moment, Roman découvre la petite fille qui pleure dans un cul-de-sac. Il s'agit bien entendu de la petite Protamiel. La petite parle de sa maman et explique qu'elle veut voir la sorcière pour la guérir. Et Roman lui promet qu'il va l'aider et pas l'emmener à la sortie. La petite a déjà trouvé son objet qui était aussi du sable blanc. Acario, qui tourne en rond dans le même chemin depuis un bon moment, finit même par se blesser. Théus refuse de bouger de la porte de sortie, il a pas envie de se perdre. Maylin et Siran repartent donc seuls découvrir le reste. Quelque temps plus tard, Roman trouve plusieurs roses noires. Il en prend une pour Maylin. Techniquement, si nos aventuriers arrivent à se retrouver, ils ont tous les objets. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air gagné. 10 minutes plus tard, Maylin et Siran sont à nouveau dans un cul-de-sac et voient une sacoche suspendue dans du lierre en hauteur. Notre érudit décide d'utiliser un parchemin de transboumification pour les aider à l'attraper. Ils prennent donc la sacoche, et à l'intérieur, il y a un parchemin de sommeil et un petit anneau d'endurance. Pendant ce temps, Acario est toujours sur le même chemin et tourne en rond. Siran et Maylin se retrouvent dans le cul-de-sac de la licorne qu'elle avait vue la première fois. Siran détruit totalement la licorne comme une piñata, c'est lui qui le dit, et Acario se téléporte à l'entrée du labyrinthe pour retourner sur le même chemin qu'avant. Maylin et Siran trouvent un petit coffret qui dépasse de sous terre. Ils le déterrent et trouvent un carnet dedans. Voici ce qui est écrit. Page 1. Ce n'était pas le vrai, je me suis laissé berner. Moi, le plus intelligent de tous les intelligents. Je ne crierai pas ma découverte au grand jour. Tant que les personnes penseront que c'est à Poemotejas, ils ne chercheront pas ailleurs. Il doit bien y avoir un indice quelque part. Page 2. J'ai trouvé. C'est un faible indice, mais il en vaut la peine. Je vais laisser l'indice avec la pierre rouge. Je n'en ai plus besoin de toute façon, je n'échoue jamais. Non pas que j'ai envie que l'on me suive, mais je pense aux générations futures. Peut-être qu'un autre génie rencontrera-t-il les mêmes difficultés que moi. C'est mon devoir d'aider les moins intelligents. Page 3. Je laisse mon carnet dans ce maudit labyrinthe. Qu'on le trouve ou pas, la pierre est en place avec l'indice « non loi du faux ». Vous irez forcément voir le faux, n'est-ce pas? C'est une certitude. Je n'ai pas encore choisi ma récompense. Amour, argent, ou ce que tout homme sensé devrait vouloir? Si ça vous rappelle quelque chose, Siran et Maylin ne font pas le lien et n'ont aucune idée de quoi ça parle. Bon, reprenons nos péripéties. Au bout d'un petit bout de temps, Roman arrive à rejoindre Siran et Maylin. Ils sont tellement contents de se retrouver qu'ils parlent un peu trop fort, mais Roman esquive la lame sans problème. Siran donne sa poupée à Protamiel. Et Roman leur donne des nouvelles d'Acario et explique même à Siran où trouver exactement les larmes de sirène. Du coup, Siran crie pour sortir du labyrinthe, et Roman doit esquiver à nouveau une lame. Maylin réussit à traumatiser en 2 minutes la pauvre Protamiel qui se met à pleurer. Roman lui fait un gros câlin. À l'enfant, hein, pas à Maylin. Les deux aventuriers se disputent. Du coup, Roman garde la rose noire qu'il a trouvée et Maylin retourne à l'entrée afin de retrouver la porte de sortie. Bien 1 heure plus tard, croyez-moi c'est long, Siran arrive enfin à la fontaine et récupère ses larmes de sirène. Et un petit peu plus tard, Maylin et Acario se retrouvent, exactement au moment où Roman et Protamiel retrouvent Théus à la porte. Maylin emmène Acario directement à la porte. Elle fait exprès de crier bien fort quand elle voit Roman. Les deux échouent à esquiver les lames et sont blessés, ce qui n'arrange rien à leur humeur. Acario frappe Maylin pour se venger, et Roman mange sa rose qu'il avait gardée pour elle. Mais elle fait sa rune de pardon sur Acario pour le soigner et qu'il ne lui en veuille pas trop. Siran, toujours perdu, se retrouve dans le parterre de roses noires et en cueille une, mais il désespère et utilise une potion des ancêtres pour retrouver son chemin et rejoindre les autres. Siran offre la rose à Maylin. Chacun à leur tour, excepté Maylin, ils passent la porte pour se retrouver dans la salle de la sorcière. Elle a l'air ravie de les voir ici. Ils font passer la demande de la petite fille en priorité et la sorcière lui offre une potion à donner à sa maman. Siran demande comment sortir d'ici, et la sorcière lui répond qu'avec leur objet, ils pourront sortir et revenir tant qu'ils voudront le temps du tournoi. Le bon chemin sera éclairé. Elle se retourne vers les aventuriers et les informe qu'il y a une récompense pour chacun d'entre eux. Elle commence par Théus.
Elle lui dit de retourner très vite à Alanos, retrouver sa famille, car ils ont besoin de lui. Elle se tourne vers Acario et lui donne également un conseil. Elle lui demande de garder avec lui tout ce que le pirate trouvera dans ses aventures personnelles. Elle lui demande de ne jamais vendre la boussole également. Et elle lui offre en plus un petit encensoir, en lui disant que c'est à lui d'imaginer ce qu'il pourra en faire, avec un petit sourire énigmatique. Ensuite, elle se tourne vers Siran. Elle lui offre un petit étui dans lequel il y a un petit coup de papier en argent. Elle lui conseille également de relire le carnet qu'ils viennent de trouver dans le labyrinthe. Et pour finir, elle offre un livre à Roman en lui demandant « Vous ne trouvez pas qu'il n'y aura bientôt plus de place ?» Acario lui demande s'ils peuvent quand même avoir leur vœu en plus. Mais la sorcière lui répond qu'elle n'en exauce aucun, ce n'est qu'une légende. Elle précise même que cela n'existe pas des sorciers qui font ce genre de choses. Elle apporte juste une réponse aux soucis des personnes qui viennent la voir. En leur offrant ses conseils et les cadeaux qu'elle a fait son devoir envers eux. Roman lui demande d'enlever la malédiction du bruit qu'il a avec Acario. Elle leur dit que cela partira lorsqu'ils sortiront du labyrinthe, et qu'ils doivent s'estimer heureux car ils ont échappé à la majorité des pièges. Une fois que les trois sont repartis, Meilin entre à son tour. Elle constate qu'elle ne ressemble pas du tout à la sorcière qu'elle recherche. Ranalela réitère l'information comme quoi personne n'exauce de vœux, mais Meilin ne la croit pas. La sorcière insiste. Elle lui dit que selon elle, notre elfe a eu affaire à une spécialiste de la mémoire. Meilin veut avoir des informations sur sa sorcière, mais Rana ne la connaît pas. Néanmoins, elle informe que le prince d'Alanos a déjà rencontré, il y a quelques années, une spécialiste de la mémoire. Meilin veut savoir ce que le prince lui aurait dit, mais Rana lui répond qu'elle est la sorcière du comte de Puermotejas, et pas celle du prince d'Alanos. Elle invite Meilin à trouver une solution pour parler avec le prince. Elle a également un cadeau pour elle. Elle lui apprend une nouvelle rune. Tu es accro, chez. Des chaînes apparaissent autour de la cible et l'emprisonnent, avec 50% de chance de réussite. Ils ressortent tous du labyrinthe, et ils se montrent entre eux leurs trouvailles. Acario montre son disque de pierre. Siran trouve que c'est quelque chose d'ancien, mais il ne saurait pas dire à quoi il sert. Notre pirate offre son bâton à Meilin. Cela lui permet d'avoir 30% de chance de faire apparaître un mur de flammes. Mais Acario et Meilin se disputent un peu sur ce bâton. Acario pense qu'il doit valoir cher et aimerait bien le vendre, mais Meilin veut le garder. Acario propose à Meilin que la prochaine fois que l'elfe utilise son pouvoir sur quelqu'un, elle lui donnera l'argent à lui, plutôt qu'à elle. Roman, quant à lui, regarde le livre qu'il a reçu, et c'est un livre d'héraldique. Voilà, la session de jeu est finie. Meilin est la première à avoir fini sa quête personnelle à Puermotejas, même si Acario a quand même pas mal avancé lui aussi. Espérons que tous vont réussir. Roman va-t-il comprendre à quoi sert son livre et déchiffrer les paroles énigmatiques de la sorcière? Siran va-t-il penser à se rendre au château du comte pour son propre livre? L'un de nos amis va-t-il remporter le tournoi d'archerie et devenir riche? Nous le saurons bientôt.